Voilà, pour que l'on entende bien votre question. Merci. C'est pas une question, je suis Michel Tubiana et je voulais venir en complément de ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a une chose qui est absolument frappante, c'est que dans l'histoire de notre pays, les bombes à retardement mémoriel, c'est répétitif. Si l'on se souvient bien, il a fallu attendre 1970 et un livre d'un historien américain qui s'appelle M. Paxton pour dévoiler très crûment quelle fut la politique anticipatrice du génocide nazi par le régime de Vichy. Et encore une fois, c'est un historien américain qui le fait. Et ce qui vient d'être rappelé, c'est que nous avons collectivement étouffé ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, parce que il faut bien peser la conséquence de cela. Il n'y a eu aucune poursuite pénale exercée contre les militaires, si ce n'est, et je m'enorgueillis parce qu'à l'époque, je présidais la Ligue des droits de l'homme et que c'était à mon initiative, un procès au demeurant ridicule, compte tenu de la gravité des faits, qui a conduit à condamner le général Ossarès pour apologie de crimes de guerre. C'est la seule condamnation qui est intervenue au pénal en matière des horreurs qui se sont produites. Et quand je disais que c'est une amnésie collective et voulue collectivement, c'est là-dessus où je m'autorise cette nuance avec ce qui vient d'être dit, c'est que nous l'avons voté, cette amnistie. Nous l'avons collectivement voté. Enfin, pas moi à l'époque, j'étais trop jeune. Quand vous dites nous, pardon. C'est le peuple français. Le peuple français. Les amnisties qui ont été proclamées en 1962 résultent d'un référendum. Ce qui interdit, par exemple, de les comparer aux amnisties qui ont été autoproclamées par les généraux argentins, les généraux chiliens ou autres, et qui ont d'ailleurs été remises en cause ensuite, parce que c'était des décisions d'auto-amnistie. Là, l'amnistie de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, du côté français, dans le référendum français, résulte du vote par le peuple français du référendum sur les accords d'Évian. C'est-à-dire que c'était inclus, c'est un package. Non seulement il y avait l'indépendance, mais il y avait l'oubli de ce qui s'était passé. Alors, à ce stade-là, j'en tire pas d'autres conséquences. Je soumets simplement à la sagacité de notre réflexion collective et sur cette espèce de constante mémorielle de notre pays à vouloir construire et je trouve cette expression très juste, des bombes à retardement, parce que nous payons encore aujourd'hui, sous bien des aspects, les conséquences de cette absence mémorielle. Merci pour ces précisions. Moi, j'ajouterais à ce que vient de dire Michel Tubiana que, comment dirais-je, les noms des présumés tortionnaires, on va dire, sont très connus, hein, et qu'un grand nombre d'entre eux, grâce à ce qu'on vient d'expliquer, ont eu des carrières extrêmement brillantes quand ils n'ont pas fait l'erreur de verser dans l'OAS ou dans le putsch de 61, bien qu'ils aient été eux aussi amnistiés par le président Mitterrand, mais je rappellerai que Marcel Bijard est devenu ministre, Maurice Papon aussi, que le général Ossarès a eu les honneurs les plus grands de l'armée française pendant longtemps. Voilà. C'est l'impunité qui a été organisée également à l'époque et qui a été verrouillée par l'amnistie judiciaire, l'amnésie judiciaire obligatoire. S'il y a d'autres questions dans la salle, le temps que le micro arrive chez vous, une petite question de ma part, l'importance de la presse, on l'a vu, il y avait un article du Monde qui a réveillé à minima les consciences, l'importance de la presse pour tous les deux, de ce qu'elle peut en dire, de ce qu'elle peut relater. Alors, moi, je pense que c'est avant tout le travail d'histoire. Une mémoire ne se construit que sur un travail d'historien solide.
Sinon, on entre dans des concurrences mémorielles qui peuvent durer très longtemps. Tant qu'on n'a pas établi les faits avec sérieux, comment peut-on ensuite fixer des mémoires? Et donc, je vais prendre un exemple. Sur l'histoire de la résistance, je suis aussi aperçu que dans un certain nombre de groupes de résistance, on est loin de l'héroïsme. Il ne faut pas oublier que parmi les premières femmes tondues, elles sont tondues par des résistants. Je ne parle pas des règlements de compte qui sont organisés à partir de l'été 1944, notamment dans la moitié sud de la France, où on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de procès, avec des règlements de compte entre groupes de résistants en fonction de l'orientation politique. Donc il y a des choses aussi, il faut faire un travail d'histoire, dire tout ce qui s'est passé. Pour moi, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Il faut expliquer les choses telles qu'elles se sont passées, et une fois qu'on les a établies, c'est là qu'on peut ensuite construire quelque chose. Alors moi, j'aurais aussi une question un peu plus générale. Sur la question de la guerre d'Algérie, je pense aussi qu'il faut soutenir les historiens algériens. Là, je pense qu'il y a un travail sur l'histoire du FLN, ce qu'a pu faire le FLN, il faut que les deux parties soient traitées. Sinon, on n'a pas une histoire globale, on a une histoire que d'un certain point de vue. Or, l'histoire, c'est les deux points de vue qu'il faut prendre. Et il y a des historiens algériens qui essayent de faire mieux connaître ce qui s'est passé pendant cette période, mais je ne crois pas que les archives algériennes soient ouvertes très facilement. Donc, c'est toujours des questions extrêmement compliquées, et c'est le temps, par le travail de l'histoire, peut-être par des gens qui ont du recul, qui n'ont pas forcément été impliqués dans les faits. Moi, j'ai fait l'histoire de la Moselle annexée, je ne suis pas mosellan. Je suis normand. Donc, il n'y a pas des questions d'incorporer de force, de déporter, d'interner, etc. Moi, j'arrive avec un regard neutre. Neuf. Neutre, peut-être neuf, ça c'est les gens qui le disent par rapport à ce que je fais, mais j'essaye de montrer tout ce qui a été. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les gens de la Gestapo. Ce sont des êtres humains. Fabrice, il faut nuancer. Vous vouliez apporter une précision? Oui, non. Après, alors, effectivement, les archives en Algérie sont pour le moins difficiles d'accès, on va dire ça en étant gentil. Ça a été dénoncé très récemment encore par un appel justement d'archivistes et d'historiens algériens. Mais il n'y a pas des histoires algériennes, une histoire algérienne et une histoire française. Hein. Il y a une histoire. Et donc les faits dont j'ai parlé tout à l'heure, ils font l'objet d'un consensus dans le monde historique. Voilà. Après qu'il existe des lobbies effectivement mémoriels, et notamment en France, un lobby nostalgérique qui retrouve encore actuellement de façon étonnante, vu le vieillissement normalement de la population concernée, un regain d'activité, je pense à, notamment alors dans la presse, qui joue un rôle énorme. Je ne citerai pas un personnage dont le nom commence par Z, qui dit beaucoup d'énormités à la télévision, à des heures de grande écoute et à beaucoup de monde. Voilà. Bon, la presse, très importante, bien sûr. La presse a été extrêmement importante. Alors, elle a été censurée et saisie pendant la guerre d'Algérie. Un grand nombre des... Ce que tu dis sur l'histoire est vrai, évidemment. Simplement, le monde historien académique a souvent eu un train de retard en France sur les questions gênantes, sensibles, comme on dit, chaudes, dans l'histoire de France. Et comme l'a rappelé Michel Tubiana, c'est un Américain qui met le doigt où ça fait mal sur la complicité de Vichy dans la Shoah. Et c'est pas toujours des historiens de métier qui ont fait le début du travail sur des histoires comme notamment relatives à la guerre d'Algérie. Et vraiment, il faut rendre hommage et il faut absolument lire le livre de Florence Baugé qui s'appelle Algérie, une guerre sans gloire, où elle a fait un vrai travail d'enquête sur le terrain, ce que se sont mis à faire d'autres historiens ensuite, mais qu'elle a fait extrêmement bien. Algérie, une guerre sans gloire, c'est un livre absolument magnifique d'une grande journaliste. Merci à vous. Nous avions une question. Oui, alors je suis professeur d'histoire-géographie et je voulais témoigner justement que parfois ce ne sont pas les historiens qui font ressurgir les faits de mémoire, parce qu'en 1987, j'étais étudiante à l'université de Nancy et nous tombe entre les mains dans une grande librairie de Nancy un roman policier, le roman policier de Didier Deninx, qui déroule tout son roman autour du 17 octobre 61. Et là, j'avais la chance d'avoir un grand professeur à Nancy, Gilbert Meignier, spécialiste de l'Algérie.
Donc, j'étais en maîtrise, j'étais pas une débutante. Nous allons à un certain nombre, on était à 5, on est tous devenus professeurs d'histoire, certains d'entre nous sont à l'université. On va interroger Gilbert Meignet. On lui dit le 17 octobre 61, qu'est-ce que c'est? Et là, Gilbert Meignet nous dit, mais il s'est rien passé le 17 octobre 61. C'est-à-dire qu'en 87, Gilbert Meignet nous disait non, moi il y a rien. Oui, il continuait à nous dire que c'était pas avéré, que c'était pas sûr, alors qu'on pouvait pas le soupçonner, Gilbert Meignet, d'avoir de sympathie ou quoi que ce soit. Et en fait, lui-même était étudiant à cette époque à Grenoble. Et quelques années plus tard, on le revoit et il nous dit, ben oui, maintenant, et c'est un exemple qui, moi, m'interroge énormément sur la capacité d'oubli. Et ça ressurgit il y a 3 ans dans mon rôle de personnel de l'éducation nationale, parce qu'on demande aux professeurs d'histoire-géographie de se rendre aux cérémonies mémorielles. Il faut savoir que les collégiens de tous les départements de France ont l'obligation de participer à des cérémonies mémorielles. Alors, il y a la cérémonie du 11 novembre, il y a la cérémonie du 8 mai, il y a la cérémonie du 26 avril, et puis il y a la cérémonie du 5 décembre. Où là, on me demande d'aller au monument aux morts de Metz, participer à la cérémonie d'hommage aux soldats tombés en Algérie. Et on me demande d'écrire avec mes élèves un discours. Et c'est une commande signée du recteur de l'Académie de Nancy-Metz, du préfet de la Moselle, qui est dans les textes. Et là, moi, je me retrouve piégée parce que dans ma salle de classe de 3e, qui est désignée, j'ai des élèves qui sont des descendants d'Algériens, de Marocains, des descendants d'Italiens qui me disent « mais la guerre d'Algérie, nous, on s'en fout », parce que c'était pas leur problème, des descendants de Français. Et donc, la solution que j'ai trouvée en tant que pédagogue, c'est de faire un récit à 2 voix, c'est-à-dire que nous avons récolté, les élèves ont interrogé leur famille, leurs parents, sur les faits de mémoire et on a fait un discours à 2 voix. Mais ça a été un travail qui a été extrêmement compliqué. J'ai des élèves dont les familles ont refusé de participer. Alors, dans les 2 camps, hein, on était match nul dans cette situation-là. Il y a des parents qui ont refusé que leur enfant participe parce que on n'honorait pas assez les soldats d'Algérie. Et puis il y en avait d'autres parce que c'était une cérémonie française et c'était pas une cérémonie algérienne. Mais donc c'est quand même aujourd'hui c'est une bombe à retardement. Nos jeunes aujourd'hui on se retrouve face à ce passé et c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui de se retrouver face à ce passé sans qu'il ait été traité, sans qu'il ait été apuré. Et je compare avec la situation de l'Allemagne. Parce que je suis mosellane, moi, et j'ai fait mes études avec l'université de Sarrebruck, et je compare par rapport à la situation que j'ai vue en Allemagne, en Sarre, sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale chez les Allemands. Nos jeunes aujourd'hui, ils sont pas du tout dans la même position, et je pense que c'est une bombe à retardement qui nous explose à l'heure actuelle et qui crée des tensions énormes chez les jeunes dans notre société. Merci Madame pour votre témoignage. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre ou s'il y a une autre interpellation sur ce sujet, voire une réponse.
Oui, bonjour. Cette intervention était prévue sur le programme, puisqu'il s'agit d'un témoignage d'un ancien combattant de la guerre d'Algérie. Alors, je fais une petite introduction. Il ne faut pas oublier, dans cette histoire, qu'il y avait un troisième personnage qui était les appelés, c'est-à-dire qu'ont participé à la guerre d'Algérie les jeunes de ma génération et qui étaient appelés en Algérie. C'est le seul combat dans les guerres coloniales auxquelles ont été appelés à participer des gens qui n'étaient pas des militaires de carrière. Alors, je suis porteur de ce témoignage, qui est un témoignage de nos adhérents de la Ligue des droits de l'homme, qui a tenu à ce qu'il soit cité ici, mais je le porte d'autant plus volontiers que j'étais moi-même appelé dans la guerre d'Algérie. Alors, mon témoignage à moi, il sera très court. J'étais officier, je commandais sur le terrain et je n'ai jamais été confronté, moi personnellement, avec la question de la torture, de toute torture et de toute, etc. Je n'étais pas dans les combats du combat d'Alger et surtout de ce qui se passait dans les villes. J'étais au Sahara. J'ai eu énormément de chance. Je sais que ça a existé. Donc voilà, bon, mon témoignage, c'est 0. En revanche, le caporal Jean-Marie Mire, caporal au premier régiment Hériema, alors ça se passe dans la région de Philippeville, et il était au camp de regroupement d'Ali Cherf, dont je n'ai pas entendu parler par ailleurs, dans la presqu'île de Colo, mais vous devez connaître, il y en a eu des histoires. Témoignage. Le sous-lieutenant est remplacé par un adjudant-chef. 20 ans de carrière de la coloniale, porté sur l'alcool. Depuis son arrivée, il soumet des hommes et des femmes à la gégène, aidés par un appelé français de première classe. Il s'agit de personnes arrêtées lors de patrouilles et qui n'habitent pas à Ali Cherf. Le premier torturé est un homme du village, revenu au camp à 19h30 après la fermeture des portes. L'adjudant-chef trouve cela bizarre et le soumet à un interrogatoire à l'aide de la gégène. Il lâche, sous la douleur, l'identité de 5 hommes n'appartenant pas au camp, qui sont à la fois collecteurs de fonds et agents de renseignement. Je n'ai pas noté le nombre des personnes torturées ni la fréquence. Ce dont je me souviens, c'est que le sergent et presque toute la section, tous appelés, étaient écœurés et révoltés par cette torture. Nous n'avons pas eu le courage, la force de nous opposer à cela. L'adjudant-chef justifiait cette sale besogne en disant que de trouver des renseignements permettait de porter atteinte au félagat. Mais pour nous, prendre le fusil ou le PM pour arrêter ces tortures, cela nous est venu à l'idée. Mais nous n'avons pas été plus loin. Il faut dire que nous étions conditionnés pour encaisser cette barbarie. Honte à nous d'avoir laissé faire, coincés entre une nécessité, entre guillemets, et ce qu'il y avait encore d'humain en nous. Je me souviens notamment d'une femme d'une 50aine d'années, nue, dans le gourbi dans lequel ces deux odieux personnages agissaient, l'adjudant et un appelé, bouché dans le civil. Ce dernier semblait prendre du plaisir lorsqu'il tournait la gégène de plus en plus vite pour augmenter l'intensité du courant. Je suis sorti de cette pièce chaviré, mais c'est tout. À la réflexion, ce sont peut-être une dizaine de personnes qui ont subi ces tortures. J'ai encore ces cris de femmes violentées dans les oreilles. Était-ce des lachoumis ? Après le départ de l'adjudant, le 27 juillet, ce fut terminé. Donc il y avait une tolérance qui permettait à des gens d'aller au-delà des ordres, car là c'était certainement le cas, puisque cet adjudant a introduit la torture dans cette unité, alors que le sous-lieutenant qui commandait avant ne l'avait pas fait. Voilà. Raphaël Branche a souligné le fait que le rôle des officiers était absolument déterminant. Il y avait ceux qui encourageaient, ceux qui laissaient faire, ceux qui interdisaient, et ça changeait tout, évidemment. Complètement.
À propos des femmes, juste un petit mot. J'ai pas assez insisté, Florence Baugé m'en voudrait, sur l'importance du viol, qui était qui était lui aussi systémique et massif. Hein. Alors du viol des hommes pendant les séances de torture par introduction d'objets et du viol de femmes. Alors qui est là ici le viol dans toute sa dimension criminelle, qui a été pratiqué de façon absolument massive et qui, à la fois pour des raisons à la fois pour des raisons algériennes et des raisons françaises, n'est encore très peu mis en avant et étudié. Mais c'est quelque chose de massif. Hein. Alors là, dans la campagne, pas dans les villes, mais dans la campagne, ça a été pratiquement la seule forme de torture pratiquée. Naturellement, normalement, et pratiquement par toutes les unités. Merci, monsieur. Oui, je voulais souligner le parallèle qu'on peut trouver entre l'histoire du fort de Queuleux et l'histoire que vous venez de relater sur la torture à la guerre d'Algérie. Ça montre beaucoup que la nature humaine ne change pas et que les leçons de l'histoire ne sont pas retenues. Ce que je voulais dire simplement, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Cédric Neveu en disant qu'il faut que l'histoire passe. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y ait qu'un seul aspect de cette histoire et que je crains que l'on soit encore trop tôt pour parler d'un sujet qui est aussi dur. Celui de la guerre d'Algérie, c'était encore un peu tôt, sachant que, comme le disait Cédric Neveu, déjà que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale suscite encore des débats. Et donc, peut-être faudrait-il encore un petit peu attendre avant de ne parler que d'un seul aspect de cette guerre d'Algérie, sachant que si on regarde un petit peu plus près aussi, il y a eu des exactions de la part du FLN également, et il faut aussi en parler, ça fait partie aussi de l'histoire. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de souffrances vis-à-vis des populations pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs aujourd'hui, et ce sont des gens qui sont encore vivants, et je crains que cette histoire aujourd'hui qui ressurgit, ce soit un peu trop tôt pour qu'on ait cette discussion, et surtout qu'elle tourne autour dans ce forum que d'un seul côté. Voilà. Il y a eu des souffrances, je crois que cette guerre d'Algérie, ou ces événements d'Algérie, cette guerre d'Algérie a suscité des souffrances au-delà simplement de cet aspect de torture. Voilà. Merci pour vos remarques. Je vais vous poser une petite question, si vous pouvez rapidement y répondre en même temps que compléter peut-être les propos que nous venons d'entendre. Pourquoi faut-il autant de temps? Parfois on dit c'est trop tôt, c'est trop tard. Pourquoi faut-il autant de temps? Alors sur la question du temps, moi je pense que plus on attend, plus c'est compliqué. On est en train de le démontrer, et là en fait même les gens concernés, directement concernés, ont disparu, mais ça ne calme absolument pas la question qui devient l'objet de fantasmes. Alors bon, donc moi je suis pas d'accord sur cette histoire de temps. Oui, mais le FLN aussi. Bon, je voudrais dire que la guerre d'Algérie, c'est 5 minutes dans un film de 4 heures. D'accord ? Le film de 4 heures, il commence en 1830. Il commence avec une conquête coloniale atroce. Hein ? Lisez L'honneur de Saint-Arnaud par François Maspero, par exemple. Vous voyez ce qu'on publie actuellement à propos du maréchal Bugeaud, dont l'attribution du nom à des rues et des statues, etc., est contestée. Une conquête absolument atroce. La spoliation, la domination, l'humiliation, tout ça, c'est une fabrique de haine, d'une violence qui ne peut pas, lorsqu'elle éclate finalement lors d'émeutes, hein, alors on peut parler du 8 mai 45, on peut parler de l'insurrection dans le Constantinois, qui ne peut pas être mise sur le même plan avec celle de celui qui a
dominé, hein, celui qui a massacré, celui qui a humilié. Donc la guerre d'Algérie, c'est 5 minutes dans un film de 4 heures. Et on ne comprend pas un film en ne regardant que les 5 minutes. Voilà, on pourrait développer à perte de vue. Donc oui, bien sûr que des actes de nature criminelle ont été commis également par le FLN, mais ils ne sont pas de la même nature. Ils n'ont pas été commis, j'ajouterais, par un État qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme. Hein, alors l'enjeu, il est là, si vous voulez. Je vais dire un dernier mot. Il faudrait que la France admette que, certes, elle est l'héritière des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme, mais elle est aussi l'héritière de ces crimes coloniaux, d'avoir construit pendant 4 siècles, parce qu'on parle de l'Algérie, mais ça n'est qu'une colonie parmi d'autres, hein, pendant 4 siècles, une domination coloniale basée sur le racisme, d'abord esclavagiste, puis proprement colonial. D'accord ? Et ça, c'est l'enjeu. Et tant que ça ne sera pas regardé en face, eh bien, on aura des bombes à retardement et des tensions et des fantasmes. Hein ? Alors, parmi les fantasmes, pour aller dans un autre sens, je reprends souvent des gens qui me parlent du génocide commis par la France en Algérie. Alors non, mais je dis non, c'est pas un génocide. Un génocide, c'est l'intention d'exterminer. On n'a pas eu l'intention d'exterminer, même si on l'a fait dans certaines régions. Hein. Lisez le livre de Claire Moscopo sur l'insurrection du Nord constantinois en 1955 et sa répression, c'est tout à fait hallucinant. Bon, on n'a pas commis de génocide, mais on a commis des crimes qui sont des crimes contre l'humanité. Je veux dire, on en a évoqué un ici, il y en a bien d'autres, et pas seulement en Algérie. Hein. Voilà. Merci Cédric, vous souhaitiez aussi... Alors moi, contrairement à vous, le temps pour moi c'est essentiel. Les archives, il faut prendre le temps de les découvrir, il faut aller à différentes sources, il faut les croiser, il faut regarder les différents producteurs, et si on va trop vite, on ne regarde qu'un producteur, on écrit et c'est réglé. Sur la Gestapo, je suis le premier à avoir fait l'étude d'un service régional de la Gestapo en France. Il n'y a aucune étude, ni de la Gestapo de Paris, ni de la Gestapo de Rennes, ni celle de Lyon, aucune, en France depuis 70 ans. Et on a répété des lieux communs en boucle en se basant sur quelques procès, quelques figures emblématiques. Klaus Barbie, la Gestapo, c'est tous des bourreaux, des monstres atroces, voilà, ils sont sortis de l'humanité. Quand on fait une étude historique, on s'aperçoit que c'est plus complexe, qu'ils viennent de différents horizons, que certains, effectivement, sont des bourreaux abominables, Empen, et d'autres, il y a des agents de la Gestapo, je pourrais faire une conférence sur des gens qui ont prévenu des gens qui soient arrêtés. Je les place dans quelle catégorie, eux? Et je vais prendre un autre exemple pour montrer, parce que ça vient de la Normandie. Pendant très longtemps, en Normandie, quand on parle du débarquement de la bataille de Normandie, on n'a parlé que des militaires et que des opérations militaires. L'émergence sur le fait qu'il y a eu 20 000 civils tués en Basse-Normandie, ça a 20 ans, 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait déjà faire le travail. Il fallait passer dans toutes les communes, il fallait faire tous les registres d'état civil, les registres de décès, recenser qui était mort. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps si on veut le faire sérieusement. Il faut accepter de croiser les archives. Et on a pu faire émerger ça. Il y a eu un colloque il y a 20 ans au Mémorial de Caen où on a pour la première fois expliqué le débarquement de la bataille de Normandie. Il n'y a pas que l'aspect militaire. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pour les populations civiles. 20 000 morts, ce n'est pas un petit chiffre. Donc moi, au contraire, je pense que c'est le temps. Il y a certaines archives qui ne sont pas ouvertes. Il ne faut pas oublier qu'il y a des règles de délai d'ouverture d'archives. Et on ne peut pas accéder aux archives comme ça. On ne peut pas aller demain dire, tiens, je vais aller voir pour les opérations extérieures au Mali, je voudrais faire une étude. On n'accède pas aux archives comme ça. Il y a des délais, c'est compliqué. Et les archives de la Seconde Guerre mondiale, elles sont ouvertes depuis, c'est Lionel Jospin qui avait fait passer un texte qui avait permis d'accéder aux archives de la Seconde Guerre mondiale beaucoup plus facilement. Je pense aux cours de justice, par exemple, pour l'épuration. Donc, ça prend du temps. Et en prenant du temps, ça permet peut-être d'avoir une histoire plus nuancée. Merci à vous. Par rapport à la question du temps, moi, je voudrais évoquer ce qui s'est passé en Allemagne quand même à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Des années 45 jusqu'à 55-58, à ma connaissance, il n'y a pas eu de travail fait sur ce qu'on appelle maintenant la dénazification, etc. Ça a commencé, les procès, à ma connaissance, ont commencé en 58. Or, 58, c'est quand même assez proche, c'est-à-dire que c'est 13 ans après la fin de la guerre. Et
heureusement que ce travail a commencé à ce moment-là. Et là, c'était pas une question d'aller dans les archives, c'était une question de condamner, bien évidemment. Et heureusement que ce travail a été fait parce que l'Allemagne, on l'a dit tout à l'heure, a pu retravailler sur son passé. Et je pense qu'en France, moi je rejoins l'avis de la professeure d'histoire qui a parlé avant, je pense qu'en France, on a besoin en ce moment de revisiter et de travailler, au contraire, de dire, de mettre à plat les choses si on veut arriver à apaiser ce conflit. Merci à vous. Avec mon ami Thierry, nous sommes aussi gardiens du temps. Et le temps, on l'a un peu dépassé, mais c'est pas très grave au vu des sujets qui sont abordés, mais il faut quand même qu'on cible un petit peu les choses. Merci de votre compréhension. Je voudrais juste